Monsieur le maire, chers collègues, notre groupe se joint à l'hommage rendu à Samuel Paty, le professeur assassiné pour avoir essayé d'expliquer à ses élèves la liberté de pensée et la liberté d'expression, qui sont à la base de notre construction républicaine et de la cohésion nationale. Nous exprimons notre soutien aux enseignants et à tous les membres de la communauté éducative, souvent confrontés à des jeunes travaillés par l'idéologie du fondamentalisme islamique. Souhaitons que les annonces du président de la République se traduisent en actes pour endiguer la montée de ces sources du terrorisme islamiste. Notre ville n'est pas épargnée par ces menaces. Ici aussi, certains veulent mettre la charia au-dessus de la loi de la République. Ici aussi, des individus ont été impliqués dans des affaires de terrorisme islamiste. Aujourd'hui, chacun compatit à la douleur de la famille de Samuel Paty et dénonce l'engrenage qui a conduit à ce crime. Cela commence par des exigences qui peuvent sembler anodines, portant sur le vêtement, la pratique sportive ou la nourriture, mais y céder, c'est souvent renoncer à des principes fondateurs de notre République. Aussi, il serait important de pouvoir réaliser un état des lieux de la situation à Brest. Nous pouvons le décider directement pour les services publics locaux. Cette observation pourrait être étendue aux services hospitaliers et aux services de l'État en lien avec ces autorités. Les agents des services publics, enseignants, policiers, soignants, mais aussi personnels de proximité, sont là encore en première ligne. Ils doivent pouvoir compter sur notre soutien. Alors, dans ces circonstances, est-il possible d'évoquer d'autres questions d'actualité ? Ben oui, il y a toujours la pandémie et l'état d'urgence sanitaire qui se prolonge. Je voudrais au moins vous réitérer, monsieur le maire, nos remerciements pour nous avoir communiqué le plan de prévention et de protection renforcée, P2R Covid. Comme je vous l'ai écrit le 12 octobre dernier, il nous paraît de nature à améliorer la gestion de la crise dans notre collectivité. Son efficacité pourrait être accrue par la diffusion auprès de la population d'une version grand public de ce plan, comme nous vous l'avons suggéré, ainsi qu'au préfet du département. Cette pandémie nous a rappelé, s'il en était besoin, les interactions au sein de la biosphère. On serait tenté de faire appel à la théorie du chaos et à l'effet papillon. Mais ce sont d'autres petites bêtes qui semblent à l'origine de la diffusion de ce coronavirus qui bouleverse nos sociétés. La chauve-souris et le pangolin. Ceci nous amène à réfléchir à nos rapports avec la gente animale. Nous en soulevons un aspect particulier en présentant un vœu proposant un débat sur l'accueil des cirques avec animaux sauvages en captivité. Je signale que, compte tenu du règlement, nous avons dû déposer ce vœu avant, évidemment, l'assassinat du professeur Paty. L'urgence sanitaire apporte aussi des limitations aux libertés individuelles. Elles doivent être acceptées pour être efficaces. Les pouvoirs publics font appel à la confiance des citoyens. Cette confiance doit se construire en permanence. Elle nécessite le bon fonctionnement de la démocratie à tous les niveaux et, en ce qui nous concerne, le bon fonctionnement de la démocratie locale. Alors, monsieur le maire, nous venons de recevoir les invitations pour les premières réunions, les 5 et 6 novembre, des 2 groupes de travail réunissant les représentants des groupes politiques municipaux, l'un pour le règlement intérieur et l'autre pour la déontologie. Nous y participerons. S'agissant du règlement intérieur, l'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que ce document doit être adopté dans les 6 mois qui suivent l'installation du conseil municipal. Installé le 4 juillet, notre conseil doit s'en doter avant le 4 janvier 2021. Il était donc plus que temps de se mettre au travail. Comme je l'ai indiqué, nous avons des propositions d'évolution de ce règlement, justement pour donner plus de vitalité à la démocratie locale. Il est temps d'ouvrir les dossiers, de faire la transparence sur les procédures, d'ouvrir largement les données, ce fameux open data, et de passer de l'information a posteriori au débat avant la décision. De quoi avez-vous peur ? C'est ainsi que l'on découvre, c'est dans le rapport BMA-SPL, un petit peu comme dans les petites clauses illisibles d'un contrat, que l'étude préopérationnelle des Halles Saint-Louis a été réalisée et qu'il en aurait été rendu compte aux élus en novembre 2019. Notre groupe est pourtant représenté dans le comité de pilotage, il a été tenu à l'écart. Et vous nous avez refusé la communication de cette étude. L'information des élus d'un conseil municipal, ça ne répond pas exactement aux mêmes règles que la communication au grand public à laquelle vous faites allusion pour nous le refuser.
On a aussi entendu l'adjoint à la tranquillité nous distiller les, entre guillemets, vrais chiffres de la délinquance. Alors, nous connaissons les publications officielles. Là aussi, grâce à l'open data, nous avons pu avoir connaissance maintenant de l'état 4001 mensuel à l'échelon départemental. Également, les enquêtes de victimation dans le cadre de vie et sécurité de l'INSEE. Et le 30 septembre, le bilan statistique de l'insécurité qui a été publié, de la sécurité et de la délinquance en 2019, bien entendu. Donc, nous trouvons judicieux de se référer à des méthodes d'observation robustes. Vous avez sans doute noté que lors de la dernière réunion de l'Assemblée générale de l'ADEPA, j'avais exprimé le vœu que des rapprochements puissent se faire avec l'INSEE. Eh bien, voilà un sujet possible. Faire une extension locale de l'enquête de victimation de l'INSEE. Sur d'autres points, il faut le reconnaître, des progrès ont été réalisés. Ainsi, la retransmission vidéo de nos conseils. Il serait intéressant de connaître en temps réel le nombre de spectateurs et sans doute apparaîtra-t-il pertinent de donner plus de publicité à ces retransmissions. Alors, la révision du règlement intérieur ne suffira pas à assurer cette transparence, mais pourrait y contribuer. Par exemple, nous le proposons en instituant une conférence des présidents de groupe et des débats organisés en amont des choix qui, in fine, seront le fait de la majorité. S'agissant de la déontologie, nous avons eu la lecture obligatoire de la charte de l'élu lors de notre séance d'installation et vous nous avez aussi envoyé un guide de la prévention des conflits d'intérêts. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Et il y a urgence, car notre collectivité se trouve, on le sait, c'est pas la peine de se le cacher, dans une situation délicate. On apprend par un jugement de la Chambre régionale des comptes prononcé le 21 septembre 2020 que l'association Vivre à Brest, qui recueillait les indemnités des élus socialistes, fait l'objet d'une instruction supplémentaire. À ce stade, la Chambre considère qu'il y a un risque financier pour notre collectivité de 807 353,02 €. Ce point était établi avant même l'audience publique et dans le cadre du contradictoire à l'audience publique du 2 octobre 2019, et l'ordonnateur du budget de la ville, c'est le maire, ne pouvait donc affirmer, comme il l'a fait, qu'il n'y avait pas de risque de préjudice financier pour la collectivité. Mais malgré cette dissimulation, nous apporterons notre contribution à ces travaux. Nous proposons la mise en place d'une charte de déontologie des élus, inspirée des recommandations de Transparency International France, la préparation d'un plan anticorruption et l'encouragement aux démarches éthiques dans les associations subventionnées. Nous considérons aussi indispensable de renforcer le contrôle interne. J'ai plaidé en ce sens au long du dernier mandat et lors de notre dernier conseil. La Chambre régionale des comptes relève aussi cette nécessité. Il faut s'en donner les outils. Aujourd'hui, vous nous proposez d'opter volontairement pour passer notre comptabilité en M57 au 1er janvier 2021, alors que ça ne sera obligatoire qu'au 1er janvier 2024. Cela permet, c'est judicieux, d'avoir le même référentiel sur la durée du mandat 2020-2026. Cela va dans le sens de l'amélioration de la qualité comptable et de la transparence financière. Nous l'approuverons et nous ne ferons pas le procès d'intention de vouloir mettre en cause le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable ou de vouloir supprimer des emplois dans les services des finances publiques. Le choix d'un système comptable peut sembler une question technique. Ne nous y trompons pas, et je crois que nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de la statistique. Écoutons là encore le poète, pas le même que le vôtre, mais tout aussi respectable. Non seulement les chiffres gouvernent le monde, mais encore montrent-ils comment il est gouverné. Citation de Goethe, qui fut aussi diplomate et homme d'État. Je vous remercie.